Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on passe à la deuxième partie du cours concernant le champ électrostatique destiné aux élèves de la filière sciences mathématiques. Alors, dans la première partie, nous avons abordé le phénomène d'électrisation en détail, en commençant par l'électrisation par frottement, passant par l'électrisation par contact et finissant par l'électrisation par influence ou bien par induction. Aujourd'hui, on passe à l'interaction électrostatique qui est donc la force qui s'exerce entre les deux charges électriques. Et il y a une loi, donc la loi qui décrit cette interaction, c'est ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Donc il exprime la force de l'interaction électrique entre deux particules chargées. Il est nommé d'après le physicien français Charles-Augustin Coulomb, qui l'a énoncé en 1787. Et donc cette loi est très importante parce qu'il forme la base de l'électrostatique. Alors commençons par l'énoncé de la loi de Coulomb. Alors supposons que nous avons deux corps ponctuels A et B, de charge QA et QB respectivement, et la distance qui sépare les deux charges, on va la noter par D. Alors, la loi de Coulomb nous dit que l'intensité de la force électrostatique entre les deux charges ici, il est proportionnel au produit des deux charges. Donc la force électrostatique, il est proportionnel au produit des deux charges et il est inversement proportionnel au carré de la distance entre les deux charges. Donc il est inversement proportionnel au carré de la distance qui sépare les deux charges. Donc c'est ça l'intensité ou la valeur de la force électrostatique en gros. Mais bien sûr, il y a des petits détails qu'il faut ajouter à cette équation-là. Et pour le faire, on va passer à la formulation mathématique de la loi de Coulomb ou bien de la force électrostatique. Alors, deux corps ponctuels A et B de charge électrique respectives QA et QB, séparés par la distance D, ils s'attirent ou se repoussent. Donc, le détail, il concerne lorsque nous avons deux charges de même nature ou deux charges de nature différente. Ça veut dire que si QA et QB se sont de même nature, ils vont se repousser. S'ils sont donc de nature différente, ils vont s'attirer. D'accord? Et ceci, bien sûr, à cause de l'interaction électrostatique. Ensuite, on va représenter ou bien modéliser l'interaction électrostatique en utilisant des vecteurs force, FAB et FBA. Alors maintenant, vous savez c'est quoi une force et c'est quoi un vecteur. Et donc, comme j'ai dit, interaction électrostatique ou bien force électrostatique, ça veut dire la même chose. D'accord? C'est pour cela qu'on va utiliser des vecteurs force pour représenter l'interaction électrostatique. FAB, c'est l'interaction électrostatique exercée par le corps A sur le corps B, tandis que FBA, c'est l'interaction électrostatique exercée par le corps B sur le corps A. Alors, pour représenter les propriétés de ces deux forces-là, bien sûr, on sait qu'un vecteur, d'une manière générale, il possède trois propriétés, la direction, le sens et la valeur ou la norme en mathématiques. D'accord? Alors, on va représenter les propriétés de ces deux vecteurs force-là. Commençons par donc, le cas de l'attraction. Ça veut dire lorsque j'ai deux charges qui sont différentes. Donc ça, c'est l'attraction. Dans ce cas, donc, les deux corps A et B de charge électrique QA et QB, ils possèdent, comme j'ai dit, des charges électriques différentes, soit QA positive, QB négative, ou bien QA négative et QB positive. Donc l'essentiel, c'est que les deux charges ont des signes opposés. D'accord? Alors, la première propriété de ces forces-là, c'est la direction. Elles ont la même direction. Et la direction, c'est la droite d'action. Donc, comme j'ai écrit ici, la force électrostatique est portée par la droite passant par les deux charges. Donc, la droite joignant le corps A et le corps B, c'est la droite d'action. D'accord? C'est cette droite-là. Joignant les centres de gravité de A et de B. D'accord? Donc, la droite d'action, c'est la droite joignant les centres de gravité de A et B. Donc voici la force FBA, donc la force exercée par le corps B sur le corps A. Bien sûr, on la représente sur A parce que c'est la force qui exerce B sur A. Le corps B, il attire vers lui A. Et inversement, FAB, on la représente sur B, donc c'est la force exercée par le corps A sur le corps B. Ça veut dire que le corps A, il attire vers lui le corps B. D'accord? Passons à la propriété suivante des vecteurs qui est le sens. Alors d'abord je vais représenter ici un vecteur unitaire orienté de A vers B
Donc le sens est arbitraire pour les vecteurs unitaires. Je peux donc la représenter dans le sens contraire. Et on sait que les vecteurs unitaires, ils sont très importants lorsqu'on veut passer de la notation vectorielle vers la notation des scalaires, donc vers les valeurs. Ça veut dire son vecteur. D'accord? On va voir ça plus tard. Alors maintenant, pour le sens des vecteurs FAB et FBA, ils sont de sens opposé. D'accord? Ils sont toujours de sens opposé, que ce soit dans le cas de l'attraction ou bien de répulsion. D'accord? Et pour représenter les sens opposés, on utilise donc des flèches dans des sens opposés comme ça. D'accord? Vous voyez ici que les sens des flèches ici, elles sont opposés. Donc FAB de droite à gauche et FBA de gauche à droite. Et bien sûr, puisqu'il s'agit ici d'une attraction, les deux charges, donc elles s'attirent l'une de l'autre. D'accord? Donc voilà, tout ce que nous voulons pour l'attraction est ici. Maintenant, on passe pour décrire la même chose, mais pour le cas de la répulsion. Alors, nous avons les deux corps ponctuels A et B, de charge QA et de charge QB. Dans le cas de la répulsion, les charges elles sont de même nature. Soit nous aurons le cas donc des charges positives pour les deux charges QA et QB, soit elles sont chargées négativement de les deux. D'accord? Donc voici la droite joignant les centres de gravité du corps A et B. Et maintenant, on va représenter les forces FAB et FBA. Pour la force exercée par le corps B sur le corps A, comme j'ai dit, donc on la représente sur A. Donc, c'est cette force-là. Pour donc, la force exercée par le corps A sur le corps B, donc, elle est représentée sur le corps B, c'est cette force-là. D'accord? Bien sûr, ils sont de sens opposé, comme j'ai dit. La même direction, ça veut dire qu'elles sont portées par la même droite d'action. D'accord? Et bien sûr, dans le cas de la répulsion, les deux charges, les deux corps, donc, ils s'éloignent l'un de l'autre. D'accord? On représente aussi donc, le vecteur unitaire, comme j'ai dit, donc, il sera utile plus tard. Les charges QA et QB, comme j'ai dit, donc, ils sont de signes opposés. Donc, c'est tout ce qu'il faut connaître sur la répulsion et comment représenter les forces dans le cas de répulsion. Avant de passer à la troisième propriété des vecteurs force, qui est la valeur ou bien la norme, voyons voir l'expression des vecteurs FAB et FBA, donc l'expression vectorielle des forces électrostatiques, qui s'écrivent bien sûr en fonction de leur valeur, et aussi le vecteur unitaire UAB. Donc, comme j'ai dit, le vecteur unitaire UAB, donc c'est un vecteur arbitraire. Ça veut dire que le sens que j'ai choisi ici de A vers B, on peut l'inverser. Donc, je peux choisir un vecteur qui est orienté de B vers A. Donc, c'est un sens arbitraire et finalement, on va obtenir toujours le même résultat. Alors, pour écrire l'expression vectorielle, donc rappelez-vous que, par exemple, dans le cas de la vitesse, donc c'est l'exemple que vous avez déjà vu, si vous avez un axe OX porté par un vecteur unitaire I, et nous avons ici un vecteur vitesse V, et je vais représenter, donc écrire l'expression vectorielle de ce vecteur vitesse. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement la norme de V, que je peux écrire comme V, tout simplement, c'est la valeur de V fois le vecteur unitaire I. D'accord? Donc, je vais exactement faire la même chose pour les vecteurs FBA et le vecteur FAB. Alors, donc je vais le faire pour le cas de l'attraction. Vous pouvez vous-même le faire pour le cas de la répulsion et vous allez trouver exactement le même résultat. D'accord? Alors, pour FBA, la force électrostatique exercée par le corps B sur le corps A, donc elle a le même sens que le vecteur unitaire UAB. Donc, on va écrire que FBA est égal à FBA, qui est la valeur, donc la norme, fois UAB. Donc, nous avons ici un signe plus parce que elles ont le même sens. FBA et UAB, elles ont le même sens. Tandis que pour FAB est égal à moins FAB, qui est la valeur de cette force-là, fois le vecteur unitaire. Et le signe moins ici indique que FAB et UAB, elles ont des sens opposés, comme vous pouvez voir sur cette figure-là. Et finalement, on peut écrire que FAB est égal à moins FBA. Donc, cette équation est à retenir. Ça veut dire que FAB et FBA, ils ont la même direction, tandis que le signe moins ici indique qu'ils ont des sens opposés. D'accord? Et comme j'ai dit, pour le cas de répulsion, vous allez trouver exactement le même résultat. Alors, passons maintenant pour la troisième propriété donc, des vecteurs, qui est la valeur ou bien la norme. Donc, la norme, c'est le mot utilisé en mathématiques. Ça veut dire ici, on va donner les expressions de ces deux quantités-là, FBA et FAB. Pour les forces électrostatiques FAB et FBA, elles ont la même valeur. Donc, FAB est égal à FBA. Et pour l'expression, nous avons vu dans
l'énoncé de la loi de Coulomb que la force électrostatique est proportionnelle au produit des deux charges électriques et il est inversement proportionnel au carré de la distance qui sépare les deux charges. Et nous avons ajouté ici la valeur absolue. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les charges électriques ils peuvent être négatives, mais à la fin, la valeur de la force elle doit être positive. D'accord? Bien sûr, une force qui a une valeur négative, ça n'a aucun sens en physique. Donc c'est pour cela qu'on ajoute ici des valeurs absolues pour trouver finalement une valeur positive pour la force. D'accord? K, ici, c'est une constante qui s'appelle la constante de Coulomb. Je vais donner l'expression dans quelques instants. Avant de ça, voyons voir les unités. Donc, l'unité d'une force, d'une manière générale, donc vous la connaissez, c'est le Newton dans le système international. Pour les charges électriques, nous avons vu dans la première vidéo que l'unité c'est le Coulomb. Et pour donc D, qui est la distance, c'est le mètre dans le système international. D'accord? Maintenant pour K, donc c'est la constante de Coulomb. Cette constante-là, elle dépend du milieu où se trouve le corps chargé. D'accord? Et donc d'une manière générale, on prend le vide comme milieu où se manifeste l'interaction électrostatique. C'est pour cela, par définition, K est donné par cette équation-là. Donc c'est 1 sur 4 epsilon, c'est 4 pi epsilon 0. Avec epsilon 0, c'est ce qu'on appelle la permittivité du vide. Ça veut dire qu'on suppose que le milieu idéal où se manifeste l'interaction électrostatique, c'est le vide. Mais bien sûr, si on change le milieu par un milieu matériel, par exemple, comme l'air ou l'eau, on change donc epsilon 0 par epsilon, qui est donc la permittivité du milieu électrique matériel. D'accord? Et voici donc la valeur de epsilon 0, c'est une constante. Donc pour la permittivité du vide, pour l'air donc il a une autre valeur, pour donc l'eau il a une autre valeur, donc ça dépend du milieu, d'accord? Pour l'unité de epsilon 0, donc c'est l'inverse de l'unité de K, bien sûr parce que epsilon 0 est dans le dénominateur, donc c'est l'inverse de l'unité de K, mais pour obtenir exactement l'inverse de l'unité de K, il faut remplacer le newton ici par 1 kg mètre seconde moins 2. D'accord? Donc, c'est une façon de convertir le newton en kilogramme mètre seconde moins 2. On va voir ce genre de conversion dans les exercices. Maintenant, lorsqu'on regarde l'expression de la force électrostatique, donc sûrement, elle vous rappelle de quelque chose que vous avez vu en tronc commun. Donc, il y avait une loi et une force qui a exactement, disons, la même écriture. Ce n'est pas exactement la même expression, mais la même écriture. Et cette force-là, c'est la force gravitationnelle que vous avez vue donc en tronc commun. Maintenant, voyons voir un rappel sur la force gravitationnelle. Et on va faire une petite comparaison entre la force électrostatique et aussi la force gravitationnelle. Alors, voyons voir les différences et les analogies entre la force électrostatique et la force gravitationnelle. Et commençons par un rappel sur la loi d'attraction gravitationnelle ou la loi de Newton que vous avez vue en tronc commun. Alors, deux corps A et B, de masse respective MA et MB, séparés par la distance D, elles s'attirent mutuellement à cause de l'interaction gravitationnelle. Donc même la définition ici de la loi d'attraction gravitationnelle est similaire à la loi de Coulomb. Donc juste la différence, c'est que dans le cas de la force électrostatique, nous avons dit que les corps ponctuels chargés, ils s'attirent ou bien ils se repoussent. Donc selon le signe des charges électriques. Cependant, dans le cas de l'interaction gravitationnelle, c'est toujours une attraction, d'accord? Il y a toujours l'attraction. Et pour modéliser l'interaction gravitationnelle, on utilise, comme dans le cas précédent, des forces. C'est juste, dans ce cas, les forces elles sont toujours attractives. Donc voici un schéma qui représente cette interaction. Nous avons deux corps A et B, de masse MA et MP respectivement. Et la distance qui sépare les centres de gravité de ces deux corps, c'est DAB ou bien D tout simplement. Alors, les propriétés donc, de ces vecteurs force, c'est comme dans le cas précédent, nous avons la direction. C'est la même droite d'action. Donc, la droite joignant les centres de gravité des deux corps. Donc, c'est cette droite-là. Pour le sens, bien sûr, ils ont des sens opposés. De B vers A pour la force FAB et de A vers B pour la force FBA. Et pour la valeur, donc c'est ce qui nous intéresse ici, la valeur donc, des deux forces est la même, donc FAB est égal à FBA, et il est proportionnel au produit des masses des deux corps et inversement proportionnel au carré de la distance qui sépare les deux corps.
D'accord? Donc vous voyez que c'est à peu près la même expression que nous avons pour la force électrostatique. D'accord? Alors, donc, pour disons, les analogies, les forces résultantes sont inversement proportionnelles au carré de la distance qui sépare les deux corps. D'accord? Donc ça, c'est une analogie entre les deux. Pour les différences, la force d'interaction gravitationnelle donc, est proportionnelle au produit des masses, alors que la force électrostatique est proportionnelle à la valeur absolue du produit des charges électriques. La force gravitationnelle est toujours attractive, comme j'ai dit ici, alors que la force électrostatique est attractive ou répulsive selon les signes des charges électriques en présence. D'accord? Donc ici nous avons une constante, donc la constante K, que, comme on a dit, elle dépend bien sûr du milieu où se trouve le corps chargé. Ici nous avons G qui est donc la constante d'attraction universelle, donc d'une valeur connue. Pour les unités, pour la force FAB ou FPA, donc les forces ce sont toujours en newton, les masses sont en kilogrammes et la distance est en mètres dans le système international. Comme j'ai dit, G c'est la constante de gravitation universelle, donc sa valeur c'est cette valeur-là, c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 avec cette unité. Donc on peut faire une comparaison entre G et K en remplaçant par exemple ici kg mètre seconde moins 2 par newton, donc il nous reste ici newton mètre carré par coulomb au carré. Ici nous avons donc newton mètre carré par kilogramme au carré. D'accord? Donc la différence c'est le kilogramme et le coulomb, c'est parce que nous avons ici des masses et ici nous avons des charges. Donc les charges, leur unité c'est le coulomb et donc les masses c'est le kilogramme. D'accord? Alors résumons les analogies entre la loi de Coulomb et la loi d'interaction gravitationnelle. Alors la valeur de ces deux forces est proportionnelle à une grandeur propre au corps qui interagissent, ça veut dire les charges électriques pour la force électrostatique et les masses pour donc la force gravitationnelle. D'accord? Donc ce sont les grandeurs qui sont responsables de l'interaction. Ensuite, donc la valeur de ces deux forces est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les corps. Donc on trouve des carrés dans le dénominateur. Et finalement, donc une constante de proportionnalité intervient dans chacune de ces lois. Donc la constante de Coulomb K pour la force électrostatique et la constante de gravitation G pour la force gravitationnelle. Donc je peux même, donc, dans ces deux équations, citer les différences parce qu'on sait qu'une masse est toujours une grandeur positive, tandis qu'une charge électrique peut être positive ou négative. Il en résulte que la force de gravitation est toujours attractive et donc la force électrostatique elle peut être attractive ou répulsive selon le signe de ces charges-là. D'accord? Alors j'espère maintenant que les analogies et les différences entre l'interaction électrostatique et l'interaction gravitationnelle sont claires pour vous.